Alors, donc tout d'abord, je suis ravi et honoré de cette invitation à cette session de l'Académie et je vous remercie effectivement de nous donner la possibilité de vous faire part de notre expérience d'utilisation de la simulation, mais en tant qu'outil d'évaluation et axé sur les internes en phase socle. Alors notre expérience s'appuie, comme on en a déjà parlé, sur les textes qui stipulent bien que la simulation doit faire partie des programmes de formation et dans leur évaluation. En pratique, comment faire? Eh bien déjà, il faut des outils, il faut un centre, il faut du matériel. Et nous avons la chance de bénéficier depuis octobre 2016 du centre de simulation du campus santé Rouen Normandie, le Medical Training Center, avec beaucoup d'appareils qui nous permet d'aborder tous les aspects de la simulation, aussi bien en formation initiale qu'en formation continue. Mais aussi, il faut une volonté commune. Et cette volonté commune, nous l'avons eue dans notre UFR, car notre expérience est née des cendres du DES de chirurgie générale de notre région. Et l'ensemble des enseignants en chirurgie de Rouen ont formulé une inquiétude vis-à-vis du risque potentiel d'hyperspécialisation précoce de nos internes et ont souhaité garder une culture chirurgicale commune en proposant une école de chirurgie qui est un enseignement optionnel commun pour tous les internes de phase socle inscrits à l'Université de Rouen en chirurgie, basé sur des objectifs pédagogiques avec des situations cliniques et des gestes techniques que tout jeune interne peut être confronté dès qu'il a en charge une salle d'hospitalisation ou est de garde aux urgences polyvalentes. Alors cet enseignement comprend un séminaire d'accueil et puis ensuite chaque discipline chirurgicale est responsable d'une journée qu'il organise avec des cas cliniques pratiques et puis des ateliers de formation aux gestes techniques de base de sa discipline axés sur les urgences, avec des sessions spécifiques. Et bien évidemment, quand on parle de centre de simulation, je rejoins ce qui avait dit, l'anatomie, l'enseignement de l'anatomie n'est pas bien loin, nous sommes en lien avec le laboratoire d'anatomie de Fabrice Duparc. Il y a des sessions de radioprotection et nous avons introduit des sessions avec patients simulés sur tout ce qui est les habiletés relationnelles et comportementales. Alors cette volonté commune a permis une valorisation institutionnelle de cet enseignement puisque nous avons pu avoir un soutien institutionnel sous forme d'un contrat pédagogique validé en conseil de gestion de notre UFR. Alors, cet contrat pédagogique a eu un effet vertueux car ça nous a fortement incité à avoir une traçabilité de l'impact de ce programme sur la formation de nos internes, quel est l'apport pédagogique de ce type d'enseignement au sein des cursus en chirurgie de nos internes, et puis comment évaluer les habiletés techniques qu'on enseigne aux internes en phase socle. Et donc nous avons depuis 5 ans développé un outil qu'on appelle OSATS, c'est-à-dire c'est tout simplement l'évaluation objective et structurée des habiletés techniques. Ce type d'outil, il est basé sur, comme les ECOS, l'observation de la performance directe des internes lorsqu'ils effectuent une tâche technique précise. Les tâches sont réparties dans des petites stations de quelques minutes chacune qui forment un circuit à travers lequel les internes font la rotation. Leur performance est observée par un évaluateur qui dispose d'une grille préétablie spécifiquement adaptée à la tâche demandée. Alors c'est un outil qui n'est pas encore très structuré dans notre milieu, qui n'est pas très implanté, alors que comme pour les échos, il est publié depuis plus de 25 ans dans la littérature internationale. Il a été appliqué à tous les niveaux de formation en chirurgie, dans toutes les disciplines chirurgicales, aussi bien au niveau national pour une discipline, aussi bien au niveau d'un simple établissement, et autant en formatif, c'est-à-dire au sein d'un enseignement, qu'en sanctionnant validant. Et donc, depuis 5 ans, nous avons développé ce type d'outils. Alors, voici un exemple de circuit OSATS que nous faisons passer à nos internes sur des gestes vraiment basiques avec des ateliers centrés sur des appareils basse technicité la plupart du temps. Chaque année, un jury pédagogique de cette école de chirurgie liste les objectifs d'évaluation, bien sûr
en fonction des ateliers que les internes ont eu à passer au cours de l'année. Ensuite, chaque responsable de discipline est responsable d'une station avec les instructions pour les internes. Et puis, en lien avec le personnel du Training Center, s'occupe des appareils à mettre à disposition et des consommables, et aussi la formation d'un observateur pour sa station. Et ainsi, avec ce dispositif, nous avons pu, depuis 2017, administrer cette évaluation de fin d'année à 113 internes en phase socle, 4 corps de 2007 à 2021, puisque 2020 a été assez pénible pour nous, comme pour tous les centres de simulation. Alors, dans un peu de dosymologie, dans la rédaction de ces types d'examens, la rédaction des grilles d'observation pour les gestes techniques de base représente une problématique à elle seule. Alors, nous sommes basés sur notre expérience d'ECOS. Ça rend c'est un peu particulier car les ECOS sont utilisés comme examen officiel pour valider la fin de second cycle depuis 14 ans chez nous, et puis sur ce qui a été publié pour les OSATS. Alors pour certaines stations, pour certaines habiletés techniques, nous nous sommes contentés de grilles de listes de vérification binaire, comme par exemple cette station où il était question de réaliser une échographie de débrouillage, une échographie abdominale de débrouillage aux urgences. Et pour d'autres habiletés, nous avons utilisé une grille d'évaluation globale, comme pour cette station, où il s'agissait de faire un certain nombre de sutures cutanées, où là, il ne nous a pas semblé pertinent de simplement cocher fait ou non fait. Et nous nous sommes efforcés à chaque fois d'évaluer de façon qualitative la fluidité globale du geste, la qualité organisationnelle du geste, et en se focalisant sur le minimum d'items, en tout cas ceux jugés le plus essentiel pour la réalisation correcte du geste. Et vous voyez tout de suite que ça impose une formation de l'observateur pour que tout le monde soit d'accord sur comment il faut juger cette grille d'évaluation globale. Alors très rapidement, nous avons des résultats chiffrés qui sont bien sûr à prendre avec des pincettes, car c'est juste un instantané, un aspect visuel, un instantané T. Voici les notes que nous avons pu obtenir pour les stations que nous avons proposées pour nos 4 cohortes d'internes. Vous voyez, nous avons des renseignements sur le contenu de nos cohortes d'internes. Nous avons à Rouen un peu plus de femmes que d'hommes. Leurs facultés d'origine sont réparties sur tout le territoire, mais avec une majorité modérée d'internes d'origine parisienne et rouennais. Alors, ce qui est intéressant, nous avons fait des tests de corrélation basique entre leur performance technique et leur rang de classement à l'ECN. Et bon, on est rassuré, il n'y a pas de corrélation entre le rang de classement à l'ECN et les habiletés techniques. Au moins, on peut avancer ce chiffre que bien savoir répondre au QCM et en apprendre les failles ne permet pas d'être performant aux habiletés techniques de base. Un peu de dosymologie encore. Nous avons essayé de voir la fiabilité, l'indice de reproductibilité, de stabilité des scores. Et nous avons des indices de cohérence interne qui sont tout à fait acceptables compte tenu de l'aspect expérimental et formatif de cette évaluation. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, globalement, les performances d'une cohorte d'interne de première année à une autre, ça reste stable. Peut-être, alors pour flatter ma qualité d'enseignant en urologie, les performances sur le sondage vésical masculin augmentent d'une année à l'autre. Et puis la station communication, entre 2019 et 2020, il y a une petite différence. Alors cette stabilité des performances, étant donné que ce sont des internes de même niveau, est bien identifiée lorsqu'on a les scores globaux. Ce qui est intéressant d'un point de vue pédagogique, c'est qu'on peut identifier, pas beaucoup d'internes, mais quand même 1 ou 2 par promotion, qui sont en difficulté dans une station. Et là, avec ce type d'outil, on peut avoir un effet de tutorat immédiat, de remédiation. Il y a quand même une valeur pédagogique à ce type d'évaluation, et c'est quand même une des missions premières. Alors, bien sûr, pour avoir une idée sur la pertinence, la validité apparente de ce type d'examen, on fait passer à nos internes des questionnaires d'opinion en échelle de Likert, donc je vous ai résumé les principaux traits sous forme de pourcentage. C'est intéressant de noter que alors, le sondage urinaire, ça semble être un geste que tout médecin ou près d'être diplômé doit savoir faire. Bien, un interne sur 2 n'avait jamais fait de sondage urinaire masculin. Est-ce que cet environnement, l'environnement de l'atelier, vous semble-t-il réaliste par rapport à la vraie vie? Alors bien sûr, c'est un peu contrasté, mais c'est normal car ils n'ont jamais vu la vraie vie. Donc cette question reste à poser. Par contre, plus intéressant, pensez-vous devoir absolument
maîtriser ce geste pour votre pratique future. Alors bien sûr, les sutures cutanées, tout le monde en a fait. Par contre, on a été un petit peu interrogé sur le fait que des gestes de base qu'ils rencontrent pluriquotidiennement lorsqu'ils ont une salle à gérer ou des urgences polyvalentes à gérer, comme drain thoracique, mais c'est aussi pareil pour fixation de drain ou sondage urinaire, ils pensent que c'est pas très intéressant à savoir maîtriser pour sa pratique future. Donc ça permet d'orienter vers ce quoi on doit se forcer pour guider nos internes. Par contre, ils sont tous d'accord que, bien entendu, ils n'ont jamais eu ce type d'enseignement pour la plupart par simulation. Il leur semble essentiel d'avoir ce type d'enseignement pratique au sein de leur formation. Ils sont demandeurs d'avoir d'autres ateliers sur d'autres gestes techniques et pas uniquement au sein de leur propre spécialité. Alors, c'est une expérience locale sur les aspects psychométriques. Il y a bien entendu des limites. Par exemple, dans la détermination des objectifs techniques, le risque est grand de bâtir des objectifs d'évaluation plus en fonction de ce qu'on a en magasin en termes de matériel, de locaux et de logistique, plutôt qu'en fonction des vrais besoins pédagogiques. Et là, il y a un biais auquel il faut être très attentif. Et puis, il faut baser nos évaluations sur les besoins démontrés des internes, c'est-à-dire ceux dont on pense qu'ils doivent vraiment maîtriser pour leur pratique immédiate, plutôt que sur leurs besoins ressentis. Et c'est classique que les jeunes internes, quand ils voient l'appareau-traîneur haute technicité ou les simulateurs de consoles de robots, veulent se jeter dessus, alors que le sondage vésical, la fixation de drain, la mise en place d'un cathéter suspubien dans un morceau de baudruche, ils ont tendance à négliger ça, alors que c'est ce qui fait leur habileté, leur compétence progressive. Et puis, il faut beaucoup de stations pour avoir des index de fiabilité importants. Donc, c'est comme les échos, le dilemme entre ce qui est faisable et ce qui est l'idéal. Un petit mot sur l'établissement des scores. C'est un exercice qui est nouveau pour nous, mais c'est une vraie problématique de traduire ce qu'on observe comme performance en notes. Nous avons utilisé les scores d'évaluation globale OSATS, ce qui impose une gymnastique parce que c'est très subjectif et ça implique d'avoir des évaluateurs formés et briefés avant. Et puis si on veut vraiment avoir un impact, mesurer l'impact de ce type d'évaluation sur nos activités pédagogiques, normalement il faut faire un pré-test, un post-test, et c'est ce qu'on va faire cette année, parce qu'on sait bien que l'extrapolation des habiletés techniques notées avec ce type d'évaluation, si on veut l'extrapoler à la pratique réelle, il n'y a pas beaucoup de données publiées là-dessus. Alors bien entendu, même si maintenant c'est très clair que la simulation est une étape d'apprentissage préclinique essentielle, je suis complètement d'accord avec l'orateur précédent sur le fait que la compétence technique n'est absolument pas la compétence professionnelle en chirurgie. La compétence professionnelle en chirurgie, comme le montre cette fameuse rosace du Collège royal des médecins du Canada, dépasse largement les simples habiletés techniques, soit des habiletés techniques de base ou des habiletés techniques plus élaborées. Néanmoins, ce type d'expérience mérite considération car c'est une évaluation objective et standardisée qui s'est avérée faisable et très bien acceptée. Et maintenant, et les internes et les enseignants en chirurgie ont complètement pris le pas. Ça permet un retour d'information immédiat, parce que quand on voit les internes qui ne performent pas bien sur un geste technique, on peut les débriefer et rattraper les errements techniques. Et puis, il ne faut pas négliger cet aspect stratégique de cette expérimentation, parce que ça permet d'avoir une traçabilité des programmes de formation par simulation au sein de la formation chirurgicale, probablement un petit peu plus lisible que de simples questionnaires d'évaluation. Mais finalement, ce type d'évaluation par simulation n'a de sens que si on arrive à l'intégrer dans un vrai processus d'apprentissage progressif basé sur des référentiels de compétences adaptés au niveau de cursus demandé. Et c'est par ce biais-là qu'on pourra avoir une structuration de la formation par simulation. Et puis c'est un format évolutif. On peut évaluer les habiletés techniques, mais aussi les habiletés non techniques qui sont essentielles, comme ça a été dit. Et nous introduisons dès cette année des stations avec patients simulés, des stations en interdisciplinarité avec les internes d'anesthésie,
sur une station de massage cardiaque externe, ça peut arriver. Et puis, on essaye de mutualiser les moyens humains et matériels, parce qu'en Normandie, on travaille bien avec Caen qui a le SimLife, et on va faire des sessions communes, ce qui permettra de rapprocher de façon, ce qui est un pli obligatoire, les UFR et les centres de simulation. D'ailleurs, certaines disciplines chirurgicales sont plus en avance que d'autres. On parlait de la chirurgie digestive. À titre d'exemple, le bootcamp de la Société française de chirurgie thoracique cardiovasculaire s'est déroulé dans notre centre le mois dernier. Et vous voyez que tous les internes de la discipline, on peut être évalués et tutorés sur un certain nombre d'ateliers techniques et non techniques représentatifs de leur discipline, et ça va être renouvelé l'année prochaine. Donc j'en finirai là pour bien souligner le rôle central de l'Académie pour structurer toutes ces initiatives régionales finalement, en se basant sur le point clé qui sont les objectifs pédagogiques, la simulation n'étant qu'un outil, en lien bien sûr avec les instances impliquées comme la conférence des doyens, mais aussi il faut s'aider des utilisateurs. Et à ce titre, à titre d'information, le Conseil national des jeunes chirurgiens va faire paraître une enquête sur l'adéquation ou l'absence d'adéquation entre les besoins ressentis des chirurgiens en formation et les besoins démontrés, et surtout les possibilités d'accueil. C'est une enquête qui va sortir en lien avec la Sofra-Sims, que je représente ici en tant que membre de son bureau, qui est la Société francophone de simulation en santé, qui bien sûr soutient toute la démarche dont cette session en est une parfaite illustration. Je vous remercie.